Bien, chapitre suivant, on va faire un petit peu dans cet exercice des exercices, en fait. On va essayer de voir comment est-ce que le résultat de croisement peut être exploité pour m'apporter des informations sur le caractère lié ou indépendant de gènes. Et on va s'intéresser aux apports de l'étude des arbres généalogiques. Bien. Alors, commençons donc dans ce chapitre 1.3 par l'étude des résultats de croisement. C'est vraiment des exercices très classiques qu'on peut vous demander. Voilà deux croisements tests. Premier croisement test, on croise une hybride F1 L long corps gris avec un individu double homozygote L vestigial corps ébène. Déjà, c'est un croisement test. Donc, par définition, on sait qu'un des deux individus est double homozygote récessif. En l'occurrence ici, ce sera l'individu L vestigial corps ébène. Donc, ça veut dire que cet individu qui est là, L long corps gris, qui est un hybride, est un hétérozygote. Donc, il est L long L vestigial corps gris corps ébène. Cet individu ici est le résultat de croisement de deux individus, P1 et P2, variété pure. Quand je fais ce croisement test, j'obtiens 4 drosophiles. 4 phénotypes différents, dont 2 phénotypes nouveaux qui apparaissent, ici, L vestigial corps gris et L vestigial corps ébène, qui sont des phénotypes différents de ce que j'ai. Pardon, L vestigial corps gris, ça c'est nouveau, et puis L long corps ébène, voilà. Ces deux phénotypes qui sont là sont différents des parents. J'ai eu brassage de l'information. Ces 4 phénotypes obtenus sont tous obtenus dans des proportions équiprobables. C'est le premier croisement. Deuxième croisement, je m'intéresse à un autre gène, qui est le gène qui gouverne la couleur des yeux. J'ai aussi un croisement test, donc forcément un individu double homozygote récessif. C'est celui-ci. Il est L vestigial, œil brun. Donc je sais que l'allèle L vestigial est récessif, l'allèle œil brun est récessif. L'hybride F1 qui est là, qui est le résultat du croisement de deux parents, P1, P2, variété pure. Cet hybride F1 qui est là, donc qui est issu du croisement de deux parents, P1, P2, est donc hétérozygote. L long, L vestigial, œil rouge, œil brun. Quand je fais ce croisement, j'obtiens 4 phénotypes. Les mêmes que ceux, donc comme ici, où j'avais aussi 4 phénotypes. Dans ces 4 phénotypes, j'en ai 2 nouveaux qui apparaissent, que je n'ai pas chez les parents, celui-ci, qui est L vestigial, œil rouge, et puis celui-ci qui est L long, œil brun. Et j'observe que les 4 phénotypes ne sont pas dans des proportions équiprobables. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces résultats? Prenons ce croisement 1 qui est là. Je croise une hybride F1 L long corps gris avec une double homozygote L vestigial corps ébène. J'ai 2 gènes qui interviennent. Un gène qui gouverne la longueur des ailes, avec 2 allèles, l'allèle normal VG+, et l'allèle muté VG. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un plus pour le caractère dominant. Et le gène qui gouverne la couleur du corps, avec l'allèle corps clair, EB+, et l'allèle corps ébène, EB, avec le petit plus pour indiquer l'allèle dominant. Je vais faire une hypothèse. Pour raisonner, je ne peux raisonner que si je fais une hypothèse. Les 2 hypothèses que je peux faire, c'est les gènes sont indépendants ou les gènes sont liés. Je ferai toujours l'hypothèse les gènes sont indépendants. Pourquoi? Parce que si je fais l'hypothèse les gènes sont liés, ça voudrait dire qu'il y a des crossing over, et je ne connais pas la fréquence des crossing over. Alors que si les gènes sont indépendants, il n'y aura qu'un brassage interchromosomique, et dans le cas d'un brassage interchromosomique, je peux connaître les proportions des différents gamètes, et donc les proportions des différents phénotypes issus du croisement. Donc je fais toujours l'hypothèse, les gènes sont indépendants, et je vérifie l'hypothèse. Si les gènes sont indépendants, voilà l'écriture du génotype de la F1. Maintenant, je peux l'écrire. Je peux l'écrire que maintenant, parce que j'ai fait l'hypothèse que les gènes sont indépendants. Donc, une première paire de chromosomes, une deuxième paire de chromosomes. Cette paire de chromosomes porte les allèles VG+, et VG. Cette paire de chromosomes porte les allèles EB+, et EB. À ce génotype correspond ce phénotype. Bien penser l'écriture des génotypes. Le croisement que j'ai fait ici, ce croisement test, peut s'écrire de cette manière-là. Donc, un individu VG+, VG sur la première paire de chromosomes, EB+, EB sur la deuxième paire de chromosomes, croisé par un individu VG, VG, EB, EB. Cet individu double homozygote récessif ne produira qu'un seul type de gamète, qui sera VG, EB. Jusque-là, ça va. Quels sont les gamètes produits par cet individu F1? Il faut revenir à la méiose. En anaphase de première division de méiose, les chromosomes homologues se séparent. Le comportement d'une paire de chromosomes est totalement indépendant du comportement de l'autre paire de chromosomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends cette paire de chromosomes-là, si ce chromosome qui porte VG+, migre d'un côté, le chromosome qui porte EB+, migrera avec lui. Mais, ça peut être aussi le chromosome qui porte EB. J'ai donc plusieurs possibilités
d'association. J'ai donc deux possibilités. Ces deux possibilités sont toutes équiprobables. C'est ce qu'on a déjà appelé le brassage interchromosomique. Et je sais que la conséquence de ce brassage interchromosomique sera qu'à la fin de la méiose, j'aurai 4 gamètes équiprobables. VG plus EB+, VGEB, VG plus EB et VGEB+. Tout ceci pouvant alors s'écrire dans un tableau. Voilà les génotypes et les proportions des gamètes obtenus par la F1. L'autre individu produit ici un seul gamète. Je fais mon échiquier de croisement comme ceci. Voilà les génotypes obtenus, leurs phénotypes et les proportions, avec ici les dessins correspondant à ces différents drosophiles. Et ces 4 dessins, ces 4 drosophiles que j'obtiens ici, je les obtiens dans des proportions équiprobables, ce qui correspond bien à ce que j'ai obtenu ici dans le premier croisement. Donc, mon hypothèse est vérifiée. Donc, les gènes sont bien indépendants. Le deuxième croisement. D'accord, je m'intéresse à un autre gène qui est la couleur des yeux. J'ai donc ici le gène qui gouverne la longueur des ailes, 2 allèles, et le gène qui gouverne la couleur des yeux, 2 allèles, œil rouge, œil brun. Bien. Est-ce que ces gènes sont indépendants? Si je suis le raisonnement que j'ai fait au préalable, si les gènes étaient indépendants, je devrais avoir 4 résultats équiprobables. Or, j'ai bien 4 phénotypes, mais ils ne sont pas équiprobables. Donc, je peux dire que les gènes ne sont pas indépendants. Ça, c'est absolument fondamental. D'accord? Les gènes sont liés, puisque le résultat des croisements tests ne donne pas 4 phénotypes équiprobables. Deux gènes peuvent être liés ou indépendants. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, s'ils ne sont pas indépendants, ils sont forcément liés. S'ils sont liés, ils sont portés par la même paire de chromosomes. Comme on le voit ici. Une paire de chromosomes. Ce chromosome porte les allèles VG+, et B+. L'autre chromosome porte les allèles VG et B. À ce génotype qui est là correspond un phénotype. Encore une fois, réfléchissez à l'écriture de vos génotypes. Le croisement que j'ai fait ici est donc ce croisement qui est là. VG+, B+, VGB, croisé par VGB, VGB. Ce double récessif qui est là ne produira qu'un seul type de gamète, VGB. Un seul chromosome portant 2 allèles. Quels sont les gamètes produits par cet individu-là? En anaphase de première division des méioses, les chromosomes homologues se séparent. Donc ce chromosome qui porte les allèles VG+, et B+, va migrer d'un côté. Ce chromosome qui porte les allèles VG et B va migrer de l'autre côté. Donc, normalement, je devrais obtenir 2 gamètes, VG+, B+, VGB. Et donc, lorsque je ferai mon échiquier de croisement, VG+, B+, VGB, croisé par VGB, je devrais obtenir 2 phénotypes. Or, je n'obtiens pas 2 phénotypes, j'en obtiens 4. Ici, qu'est-ce que j'obtiens? Aile longue, œil rouge, c'est œil brun, pardon, c'est celui-ci. Et puis, aile vestigiale, œil rouge, c'est celui-ci. Le seul problème, c'est que dans mon croisement, pardon, c'est ici, j'en obtiens 2 autres. Comment expliquer ces 2 autres? Je suis sur des gènes qui sont liés. C'est pas ça que j'obtiens, c'est ça. Donc, d'où viennent ces nouveaux phénotypes? Comment expliquer l'existence de ces nouveaux phénotypes? D'accord? Et c'est là qu'intervient le brassage intrachromosomique. En prophase de première division de méiose, les chromosomes s'entrechevêtrent. En prophase de première division de méiose, je peux avoir des échanges de fragments de chromatides. Donc, si je suis ici VG+, B+, et ici VGB, l'allèle VG+, qui est là, va passer sur l'autre chromatide. L'allèle B qui est là, va passer sur l'autre chromatide. J'ai donc ici une chromatide VG+, B+, ici une chromatide VG+, B, ici une chromatide VGB+, et ici une chromatide VGB. Donc, consécutivement, après la prophase de première division de méiose, cette disposition ici va me donner 4 gamètes. 1, 2, 3, 4. Dont 2 que je peux obtenir aussi par une méiose sans crossing over. Ça veut dire que le crossing over, le brassage intrachromosomique n'est pas obligatoire. J'ai des méioses avec crossing over et des méioses sans crossing over. Les méioses sans crossing over donnent les mêmes gamètes que les méioses avec crossing over. Mais les méioses avec crossing over donnent 2 gamètes recombinés en plus. Ce qui fait que je peux alors avoir ici les résultats de la méiose avec crossing over, c'est 4 gamètes. Les résultats de la méiose sans crossing over, c'est 2 gamètes. D'accord? Mais ces 2 gamètes qui sont là, issus de la méiose sans crossing over, c'est les mêmes que les 2 gamètes qui sont là, issus de la méiose avec crossing over. Donc, au final, statistiquement, j'aurai plus de gamètes VG+, B+, et VGB, qui viennent d'une méiose avec crossing over et d'une méiose sans crossing over, que de gamètes VG+, B et VGB. Ce qui m'explique les proportions obtenues. J'aurai toujours plus de phénotypes parentaux
avec ces gamètes qui sont là que de phénotypes recombinés avec ces gamètes qui sont là. Le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur à 50%, le pourcentage des phénotypes recombinés est inférieur à 50%. Voilà, ça c'est absolument fondamental, mais vraiment essentiel de comprendre tout ce que je viens de faire à l'instant sur l'étude des résultats de croisement. Comment arriver à démontrer que des gènes sont liés ou indépendants, et si les gènes sont liés, comment expliquer les différents phénotypes obtenus. Ça, c'est la base. Vous devez être capable de faire ces démonstrations, d'écrire les génotypes, les phénotypes, de faire les représentations chromosomiques. C'est absolument fondamental. Tout le discours que j'ai eu dans cette première partie de ce chapitre, c'est un discours que vous devez être capable de tenir. Donc, reprenez-le doucement, refaites ces croisements, réécrivez-les, comprenez ce qui a été fait. Encore une fois, il n'y a rien de trop dans ce que j'ai dit. Et après, on passera à la deuxième partie où on s'intéressera à l'étude des arbres généalogiques.